Chaque année, à pareille époque, ils sont des milliers à vouloir faire un sort au bol d'or du Léman, l'épreuve reine de la Société nautique de Genève et la plus importante d'Europe en bassin fermé. Pour la 42e édition de 1980, 386 bateaux ont animé les préparatifs de départ, avec moins du tiers qui pensaient éventuellement au record de l'inoubliable Louis Novera, 11 heures et 4 minutes pour Genève-Le Bouvray et retour, en 1956, il y a déjà 24 ans. Mais pour s'attaquer à un tel record, il aurait fallu des airs moins flemmards, moins paresseux, moins grévistes. C'est que pendant la première phase de l'épreuve, on ne savait pas encore de quel genre de surprise allait être entouré le passage de la bouée du Bouvray. Changement de décor. Les humeurs du Haut-Lac sont parfois aussi farouches que des nymphes aigries. Alors, dès que les moutons se mettent à hérisser les vagues, le drame côtoie l'aventure. Et ce n'est pas l'équipage d'Exaltation qui nous contredira, victime d'un dématage. Parmi les grands favoris, la métisse de Gérard Deveau veut justifier son nom Passe-tout-grain. Équipage souvent au trapèze, il sera 4e. Sous les menaces d'un ciel qui allait inquiéter les navigateurs, mais ravir les amateurs de marine et de couleurs contrastées, Didier Charton et sa caméra entraient d'autant plus près en scène que le bateau qui les portait était en course, avec son comptant de crainte et d'espoir, d'où des images qui situent son auteur. Et puis, subitement, la course importe moins que le poids d'un ciel d'encre qui joue à faire peur et à donner au lac des airs de mer. Mais pas de n'importe quelle mer. D'une mer où ciré et bottes deviennent nécessaires et aussi de bonnes paires d'yeux. Car la bruine et la brume entrent dans la danse des ponts chahutés et des voiles en vadrouille. Ceux qui ont vécu ces longs quarts d'heure de grains et de révolution d'un lac qui devient alors tout sauf domptable, tous ceux-là n'oublieront pas de sitôt d'intenses émotions, avec plusieurs naufrages à la clé. Et notamment celui auquel l'on assiste, de l'un des plus beaux 6 mètres du Léman, sinon le plus beau, le Valentina, qui a coulé au large de Montreux. Si l'un des équipiers a dû être conduit à l'hôpital, il en fut heureusement quitte pour la peur. Il n'empêche que sans la rapidité et la bonne organisation des services de sauvetage, on aurait pu craindre le pire de ces baignades impromptues et intempestives. Danger mis à part, quel décor dans un ciel zébré d'éclairs et de fusées de détresse. Un décor très différent de celui qui avait entouré quelques jours plus tôt le Valentina, à droite, alors qu'il participait au championnat suisse des 6 mètres. Mais la course a pu prendre fin et dans la nuit, en direction de Genève, on découvrait soudain les premiers de classe, fantômes diffus, à peine éclairés par de vagues lampes de poche, avec ici le géant monocoque du Léman, l'Albatros, en marche pour une brillante 2e place à 36 minutes du vainqueur. Ce vainqueur, c'est l'Altaïr 9 de Philippe Stern qui ouvre l'ère des succès des trimarans. Une victoire d'un excellent multicoque, mais surtout d'un équipage de luxe et très expert, avec Philippe Stern, le propriétaire, déjà vainqueur en tout cas en 1977, Bernard Dunant, le dessinateur, Philippe Dur, le constructeur, et Daniel Stempfli, le voilier. Excusez du peu. Si Altaïr 9 a été le premier des 355 bateaux finalement classés, personne n'oubliera pour autant les contrastes majeurs de la course lorsque tout avait commencé dans le calme plat d'un départ qui ne promettait pas un tel plein d'émotions.
Tout allait alors sur la pointe de très petits airs, et pourtant Altaïr IX de Philippe Stern et de ses complices était déjà au commandement, araignée des eaux mues par 60 mètres carrés de voile. Deux heures après le départ, c'est au large d'Ivoire qu'apparurent les premiers spinnaker, ces accélérateurs dont l'orgueil est comparable à ceux de Raquel Welch ou d'Ursula Andress, lorsque leurs corsages sont rebondis de promesses pour d'actives manœuvres. Et les voiles de chanter qu'elle rit de se voir si belle en ce miroir, même si à ce degré de vitesse, les chances d'air deviennent excessives et énervantes. Au passage et au hasard de la caméra, voici la métisse Zoé, vainqueur du Bol d'Or 1979, mais qui sera cette fois contraint à l'abandon. Pour rallier le Bouvray, Zoé avait choisi de longer la côte française. Au passage encore, Turbo, le Toucan 12 de Marcel Stern, qui terminera 14e, avec dans la voile, comme signe distinctif, un toucan tellement enfoui dans son cache-colle qu'il ne risquait guère de s'enrhumer malgré les grains à venir. On revoit aussi Altaïr IX de Philippe Stern, trimaran pas si marrant que cela si l'on songe à son confort relatif, l'engin étant une bête de course plutôt qu'une moelleuse embarcation. Après quelques heures de course, ils étaient tous là, visant les bouées du Bouvray. Il y avait les rapides et les moins rapides, les experts et les autres, ceux qui avaient choisi la côte suisse et ceux qui avaient préféré la française. Laissant faire les quelques-uns qui leur montraient leur tableau arrière, les membres du gros de la troupe convergeaient tous vers le bout du lac en un grouillant rendez-vous qui allait donner naissance à pas mal d'embarras et de chocs. Gordien ou pas, le nœud qui se préparait permettait de dénombrer à l'avant-scène quelques favoris, tel le bon père confié aux mains du Genevois Joran, un des tiolus dessinés par Bernard Dunant qui allait être à la fête, puisque Gemelot termina 6e, le tiolu 9e et ce bon père-là 10e. Aux abords du Bouvray, c'est un trimaran qui est en tête, l'Oiseau Rock, deuxième de l'édition précédente et animateur du récent Genève Roll Genève. Dans le sillage du leader du moment, nombre de spies se rebiffent, qu'il faut soit reprendre patiemment en main, soit affaler, amener en vue du virement de bord à la bouée.
Malgré le calme trompeur, la tension monte au fur et à mesure que les bateaux se resserrent, que l'eau devient rare et que le ciel se bouche. Premier à virer, l'oiseau rock de Pierre Muskens ne sait pas encore qu'à part Altaïr 9, les trimarans ne seront pas particulièrement à la noce. Il va connaître un peu plus tard 1000 misères, au point de ne se classer que 127e, encore tout content de s'en être tiré si bien, même avec un retard de plus de 4 heures sur le vainqueur. Regardez bien la tête de la course. Détachés, les favoris sont plutôt à l'aise. Les autres n'en diront pas autant, de loin pas. Bouée en point de mire, c'est la ruée vers elle, avec des mêlées qui vont durer des tas de minutes et qui évoquent certaines phases tourmentées du rugby, avec une meute de poursuivants digne des plus belles chasses à court. Au point crucial de la mi-course, c'est Gabji et compagnie. On se croise, on se rencontre, on s'évite et on se côtoie, sans savoir très exactement qui va où. On dénombrera 360 passages en 1 heure. Dans 10 ans, à la veillée, on parlera encore dans les chaumières lémaniques de l'embouteillage 1980 du Bouvray. On s'en souviendra peut-être même plus que du vainqueur, au terme de ce turbulent et épique 42e bol d'or du Léman, synonyme de plaie et de bosse, mais aussi de la joie sans égale d'avoir dominé quelques concurrents et surtout d'avoir fini par se dominer soi-même. Même si parfois tout cela ressembla étrangement à du stock-car.